Une nouvelle fusée décolle de la rampe de lancement et se dirige vers la Station spatiale internationale. Pour envoyer quelque chose là-bas, cela coûte environ 36 000 $ par kilo. Imagine dépenser autant pour 1 kilo de bananes. Le poids d'une navette spatiale est donc calculé au boulon près. En sachant qu'on utilise environ 300 kg de peinture blanche pour recouvrir une fusée, ça fait déjà 10 800 000 $. Avec cette somme, tu pourrais t'acheter un immense voilier, une Bugatti Veyron plaquée or, et peut-être même un penthouse à Manhattan. Ou peut-être même une île privée, enfin une petite. Mais les ingénieurs doivent peindre les fusées en blanc pour qu'elles ne se transforment pas en four volant. Imagine que tu es assis dans une voiture noire sur un parking à midi en plein été, sans climatisation. Tu te sentirais mal au bout de quelques minutes. Mais si ta voiture est blanche, elle se réchauffera plus lentement. C'est une question de réflectivité. Quand les rayons du soleil touchent une surface noire, ils sont absorbés, donc tout ce qui se trouve sous cette surface se réchauffe. Mais sur une surface blanche, ils sont réfléchis. Et cette surface absorbe moins de chaleur. C'est pourquoi en été, tu as beaucoup plus chaud en portant un t-shirt noir qu'en enfilant un t-shirt blanc. Mais les navettes volent dans l'espace où la température avoisine les moins 270 degrés Celsius. Et l'espace est vide, ce qui signifie qu'il n'y a pas de particules d'air pouvant transférer la chaleur. Donc rien pour bloquer les rayons du soleil et les empêcher de chauffer la surface de la fusée. Si elle était noire, la fusée absorberait tous ces rayons et les astronautes seraient comme des poulets dans un four. En plus de la chaleur, le soleil émet des radiations. Le champ magnétique et l'atmosphère terrestre nous protègent de leur effet destructeur, mais il n'y a pas de tel bouclier dans l'espace. C'est pourquoi la peinture blanche à la surface des vaisseaux spatiaux protège également les astronautes des radiations. Les combinaisons spatiales sont blanches pour la même raison, tout comme la Station spatiale internationale. Sur Terre, la plupart des avions sont aussi peints en blanc. Mais même peinte en blanc, une navette spatiale peut surchauffer, et son autre côté, celui que les rayons du soleil n'atteignent pas, se refroidit beaucoup car l'espace est très froid. Les ingénieurs ont donc trouvé un moyen astucieux de transférer la chaleur du côté ensoleillé de la navette à son côté obscur. Il y a des tubes remplis d'ammoniac sous les panneaux. L'ammoniac s'évapore en absorbant la chaleur de la surface, puis il transporte cette chaleur vers le côté le plus froid du vaisseau. Là, il se libère de sa chaleur et retourne à sa forme liquide. Puis il retourne vers le côté ensoleillé de la navette. La deuxième raison pour laquelle on peint les navettes spatiales en blanc, c'est que l'espace est noir. Et si on les peignait en noir ou de toute autre couleur, on ne pourrait pas les voir. Et il serait difficile de les arrimer entre elles ou avec l'ISS. Une navette blanche est en revanche parfaitement visible sur le fond noir de l'espace. La troisième raison est que l'on peut facilement voir le moindre dommage sur le blanc. Bien avant son lancement, la navette spatiale est assemblée dans un hangar à partir de dizaines de pièces différentes, puis elle est livrée sur la rampe de lancement. Si quelque chose se passe mal durant ce processus, on remarquera n'importe quelle fissure ou fuite sur la surface blanche. Mais il n'y a pas que les surfaces des navettes spatiales et de l'ISS qui soient peintes en blanc. Leur intérieur l'est également. Si tu regardes les photos des astronautes de l'ISS, tu verras que la plupart des éléments intérieurs sont blancs ou beiges. Là encore, c'est une question de réflectivité. L'énergie électrique est une ressource importante sur l'ISS. Chaque ampoule doit être utilisée de manière économique. Et les surfaces blanches reflétant efficacement la lumière, il n'y a aucune zone d'ombre, même avec un faible éclairage. Voici Saturn V, la fusée lunaire américaine des années 70. C'est la plus grande, la plus puissante et la plus lourde fusée jamais construite. Et elle n'est pas complètement blanche. Plus intéressant encore, ces parties blanches ont été peintes ainsi pour la protéger du soleil brûlant de Floride sur le pas de tir. Mais tu peux voir des bandes noires sur le corps de la fusée. Grâce à elles, les caméras au sol pouvaient déterminer sa vitesse de rotation. Au moment du lancement, une fusée tourne comme une balle de pistolet. Cela lui permet d'être plus stable pendant le vol. Quand elle est lancée et qu'elle commence à tourner, toutes les caméras sont pointées sur elle. Les experts qui regardent cette vidéo analysent chaque image, ils font attention à la façon dont les bandes noires bougent et peuvent ainsi calculer la vitesse de rotation de la fusée.
Maintenant, jetons un œil à la navette spatiale. On la reconnaît grâce à l'énorme réservoir orange attaché dessous. Il contient de l'oxygène et de l'hydrogène liquide pour propulser la navette en orbite. Il est orange car il est recouvert de mousse isolante. L'oxygène et l'hydrogène ne peuvent être à l'état liquide qu'à des températures extrêmement basses et sous haute pression. Cette isolation protège donc le carburant de la surchauffe. Mais à l'origine, ce réservoir aussi était blanc et pour la même raison, reflétait les rayons du soleil. Mais les ingénieurs ont ensuite pensé que la mousse isolante était suffisante et la couche de peinture a été retirée. Ils ont ainsi réussi à économiser près de 300 kg et à envoyer davantage de charges utiles dans l'espace. Ça fait tout de même 300 litres d'eau ou 900 gros hamburgers. Il est intéressant de noter que la navette spatiale elle-même n'était pas complètement blanche. Son fond était noir. C'est pour résister à la chaleur extrême de la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Quand la navette spatiale a terminé sa mission dans l'espace, elle commence à descendre. À une altitude d'environ 120 km, elle voyage à 25 fois la vitesse du son. Quand la navette spatiale rentre dans l'atmosphère, elle heurte littéralement des particules d'air et commence à freiner. À ce moment-là, son fond chauffe à cause de la friction avec l'air. Frotte tes mains l'une contre l'autre, elles deviennent plus chaudes. C'est pareil avec le fond de la navette, sauf qu'il chauffe à plus de 1200 degrés Celsius. Pour te donner une idée, c'est 6 fois plus qu'une poêle chaude. C'est pourquoi les ingénieurs ont dû protéger le fond des navettes avec des tuiles noires spéciales. On les appelle HRSI, ce qui veut dire isolation de surface réutilisable à haute température. Elles sont faites de silicium poreux, ce qui signifie qu'elles sont très légères, mais peuvent résister à des températures extrêmes. Mais concernant les nouvelles fusées, on ne s'embête plus à les peindre en blanc ou à les protéger avec des tuiles. Elles sont désormais faites en acier inoxydable. C'est plus facile, moins cher et plus rapide à construire. Prenons la navette spatiale SpaceX, qui pourra emmener des gens sur la Lune et même sur Mars, et qui est faite d'acier inoxydable. 1 kg de fibre de carbone utilisée dans les navettes conventionnelles coûte environ 200 $. La même quantité d'acier inoxydable coûte environ 3 $. Et comme le poids de la navette et de son propulseur est d'environ 300 tonnes, la différence est énorme. L'acier inoxydable réfléchit très bien les rayons du soleil. Même s'il est sombre, il est brillant, la navette ne surchauffe donc pas. En plus, il résiste bien aux basses températures, donc il ne se déformera pas dans l'espace glacial. Et pour éviter que la navette ne surchauffe lors de son retour, ces panneaux sont montés comme un sandwich. Il y a une couche extérieure en acier, puis une couche d'air et encore une couche intérieure en acier. On dirait un Oreo. L'air agit comme un isolant thermique. La navette Starship, contenant les astronautes et son propulseur, sont donc installés sur la rampe de lancement. Allumage. Le propulseur aide la navette à échapper à la gravité terrestre, puis il se détache. La navette allume alors ses moteurs et entre en orbite. À ce moment-là, elle a utilisé presque tout son carburant. Pendant ce temps, le propulseur rentre dans l'atmosphère et atterrit en douceur. Il s'arrime à un conteneur de ravitaillement, repart, met le conteneur en orbite et retourne sur Terre. Le conteneur de ravitaillement s'amarre à la navette et lui apporte du carburant et de la cargaison, puis il se désarrime et retourne sur Terre pour sa prochaine mission. Au même moment, la navette allume ses réacteurs et se dirige vers sa destination. Le voyage vers Mars durera environ 7 mois. SpaceX prévoit également d'utiliser Starship pour se déplacer sur Terre. Les lancements auront lieu depuis des plateformes aquatiques situées près des grandes villes. Voyager d'un bout à l'autre de la planète ne prendra alors pas plus d'1 heure. Imagine, tu es un astronaute qui fonce à travers le cosmos dans ton vaisseau spatial dernier cri. Mais soudain, tu t'aperçois que tu es à court de carburant. Que vas-tu faire? Piégé au milieu de l'espace? Ce n'est pas comme s'il y avait des stations-service flottantes un peu partout. La bonne nouvelle, c'est que tu ne seras pas complètement coincé. Un vaisseau spatial ne s'arrêtera jamais réellement après être tombé en panne de carburant. Tout cela parce qu'il n'y a pratiquement pas d'atmosphère dans l'espace. C'est d'ailleurs de là que vient la phrase du film Alien « Dans l'espace, personne ne vous entend crier ». Le son voyage par la vibration de minuscules atomes et molécules. Dans l'espace, où il n'y a pas d'air, il n'y a tout simplement aucun moyen pour le son de voyager. C'est la même chose pour notre vaisseau spatial. Comme il n'y a pas d'air, il y a aussi une absence totale de résistance à l'air. Les minuscules particules qui existent dans l'espace sont bien trop petites pour réduire l'élan du vaisseau spatial ou le faire reculer.
Pour cette raison, la plupart des vaisseaux spatiaux éteignent leur moteur pendant la plus grande partie de leur voyage. Donc ne crois pas ces films qui montrent des vaisseaux spatiaux avec leurs moteurs allumés tout le temps. C'est complètement inexact. Contrairement aux navires dans l'eau, un vaisseau dans l'espace n'a pas besoin d'une poussée constante pour continuer à avancer. Habituellement, son moteur n'est allumé que pendant de très courtes périodes. C'est non seulement pratique, mais cela permet aussi de faire des économies. Le carburant est très cher à transporter dans l'espace car il est lourd. C'est pourquoi les sondes spatiales essaient d'utiliser le moins de carburant possible. Elles en ont besoin lorsqu'elles partent de la Terre, puis à nouveau lorsqu'elles rentrent dans l'atmosphère. Cela se produit lorsqu'elles ont besoin de ralentir à leur retour. Alors que les voitures et les trains ont des freins, il n'est pas si simple d'arrêter un vaisseau spatial de façon brutale. Les moteurs sont nécessaires pour ralentir le vaisseau ou l'arrêter complètement. Il s'agit d'allumer stratégiquement d'impressionnants propulseurs à l'avant. Cela crée la résistance nécessaire et réduit la vitesse du vaisseau spatial. Mais ce processus exige aussi des niveaux de précision très élevés. Un faux mouvement peut avoir des conséquences dramatiques. Actionne les propulseurs trop vite et le vaisseau spatial s'enflammera alors que tu rentres dans l'atmosphère terrestre à des milliers de kilomètres par heure. Voyager trop lentement peut aussi causer des problèmes car dans ce cas, tu pourrais rater complètement l'orbite de notre planète et passer bien au-delà de la Terre. Et la plupart des vaisseaux spatiaux n'ont pas assez de carburant pour tenter une seconde rentrée. Il faut donc éviter à tout prix de voyager trop lentement. Mais revenons à la question qui nous préoccupe. Cela signifie que tout véhicule avec un réservoir vide continuera à voyager à la même vitesse dans l'espace jusqu'à ce qu'il finisse par heurter quelque chose. Il n'y a tout simplement aucun autre moyen pour lui de s'arrêter. Mais ce n'est peut-être pas une si bonne nouvelle. Si tu flottes dans l'espace, il est assez peu probable que tes copains de la NASA organisent une mission de sauvetage. Cela semble un peu triste, mais c'est logique. Le temps qu'ils mettent en place une nouvelle équipe et trouvent un vaisseau pour venir te sauver, tu auras déjà voyagé si loin qu'il leur faudrait des années pour t'atteindre. Cela coûterait aussi une somme d'argent colossale. La NASA dépense en moyenne la somme faramineuse de 152 millions de dollars pour lancer un vaisseau dans l'espace. C'est autant que d'acheter 6 Lamborghini de luxe toutes neuves. Encore plus fou, il a fallu à la NASA environ 49 millions de dollars pour développer et lancer la première navette spatiale. Malheureusement, une fois que tu as quitté l'orbite de la Terre, il est presque impossible que tu puisses revenir sans carburant. C'est ce qui est arrivé à la sonde spatiale Dawn de la NASA en 2018. Lors d'une journée normale, le vaisseau spatial est tombé en panne de carburant. Il s'est alors retrouvé complètement bloqué au milieu de l'espace. Il a cessé de transmettre des signaux à la Terre, mettant fin à une mission de 11 ans qui avait pourtant établi un tas de records spatiaux. La sonde spatiale ne pouvait plus produire d'électricité car elle n'avait plus de carburant pour déplacer ses panneaux solaires afin de les orienter vers le Soleil. Et à ce jour, le vaisseau spatial flotte toujours quelque part dans l'espace, à l'état d'épave. Heureusement, Dawn n'avait pas d'astronaute à son bord. Le vaisseau spatial a commencé à se mettre en orbite autour de la planète naine Cérès, qui était l'objet qu'il étudiait à l'origine. Une orbite est une trajectoire incurvée autour d'une étoile, d'une planète ou d'une lune sur laquelle un objet est coincé. Mais la NASA est experte dans tout ce qui concerne les vaisseaux spatiaux. Alors comment ont-ils fait pour laisser un vaisseau tomber en panne de carburant ? En fait, il est très difficile de mesurer avec précision la quantité de carburant dont on aura besoin dans l'espace. Sur Terre, la gravité maintient tout le carburant au fond du réservoir, et on peut utiliser un capteur à flotteur pour mesurer à quel point le réservoir est plein. Mais c'est impossible dans l'espace, en raison de l'absence de cette gravité qui pèse normalement sur le carburant. À la place, une approche courante consiste à ajouter une poche d'air dans le réservoir de carburant qui est pressurisé avant le lancement pour pousser le carburant dans les conduites. Plus le carburant est utilisé, plus cette poche se dilate. Elle prend plus de place et maintient le carburant sous un niveau de pression adéquate. Cette pression est contrôlée, c'est ainsi qu'ils peuvent savoir combien de carburant il reste. Comme tu le vois, c'est beaucoup plus compliqué qu'ici sur Terre. Mais disons que des astronautes soient à bord d'un vaisseau spatial qui n'a plus de carburant. Combien de temps pourraient-ils survivre ? Eh bien, cela dépend de la quantité de nourriture et d'eau à bord. La NASA calcule généralement la quantité exacte de nourriture dont les astronautes ont besoin pour leur voyage afin d'éviter d'ajouter du poids supplémentaire au vaisseau spatial. Mais la bonne nouvelle est que cette nourriture peut techniquement être rationnée et que sa consommation peut être étendue. C'est parce que la nourriture des astronautes est conditionnée dans un emballage spécial qui l'empêche de se gâter. Il n'y a pas de réfrigérateur à bord des vaisseaux spatiaux. La nourriture est présentée dans des sachets transparents et souples qui peuvent être ouverts avec des ciseaux. Tous les aliments sont pré-cuits et transformés, ils n'ont donc pas besoin d'être conservés dans un réfrigérateur.
Les seules exceptions sont les fruits et légumes frais. Ce sont les seuls aliments qui doivent être mangés rapidement car ils se gâtent. Aujourd'hui, les astronautes travaillent aussi avec des nutritionnistes pour pouvoir choisir les aliments qu'ils aiment et qu'ils auront plaisir à manger. Ils peuvent choisir parmi tout un tas de produits dont la soupe aux champignons, les pâtes au fromage, le poulet, le bœuf, le jambon, les noix et même de délicieux biscuits. Le cocktail de crevettes est apparemment le préféré des astronautes en raison de son goût épicé. Les boissons aromatisées existent aussi sous forme de poudre, tout comme les sachets de Kool-Aid ou de café instantané que tu as dans le placard de ta cuisine. Il est intéressant de noter que les astronautes déclarent souvent ne pas avoir faim dans l'espace. Il est donc peut-être plus facile qu'on ne le pense de rationner la nourriture. Mais si l'on peut faire durer la nourriture, qu'en est-il de l'eau ? Transporter quoi que ce soit dans l'espace coûte très cher, et l'eau est assez lourde, donc son transport coûte encore plus cher. Pour cette raison, les réservoirs d'eau ne peuvent pas être constamment expédiés dans l'espace. À la place, les astronautes ont un système d'eau très complexe. Il permet d'extraire chaque goutte de liquide sûr et disponible de l'environnement. Cela implique de recycler l'eau usagée. Cela signifie que nos copains de l'espace boivent de l'eau qui a été filtrée à partir de l'eau de la douche, de leur respiration, des piles à combustible du vaisseau spatial, de la sueur, etc. Mais ne t'inquiète pas, cette eau est potable et est même meilleure que la plupart des eaux qui sortent des robinets. L'eau d'un vaisseau spatial passe d'abord par une série de filtres, en commençant par celui qui élimine les particules et les débris. Ensuite, elle passe par des lits de multifiltration contenant des substances intelligentes qui éliminent les impuretés. La dernière étape permet de se débarrasser des composés nocifs et de détruire les bactéries et les virus. Il existe aussi des réserves d'eau en cas d'urgence. Par exemple, la Station spatiale internationale a environ 2400 litres d'eau dans ses réserves, juste au cas où. Mais qu'en est-il de l'approvisionnement en air ? La principale source d'oxygène à bord des vaisseaux spatiaux provient d'un procédé appelé l'électrolyse de l'eau. C'est un système étonnant qui utilise l'électricité des panneaux solaires du vaisseau pour séparer l'eau en hydrogène et en oxygène. Mais comme nous l'avons vu avec la navette Dawn de la NASA, sans électricité, il est assez difficile d'orienter les panneaux solaires vers le Soleil, ce qui signifie que le système d'oxygène s'arrêterait probablement. Mais il y a quand même de l'oxygène stocké dans un réservoir pressurisé. Il s'agit d'une réserve de secours conçue en cas d'urgence. Nous sommes le 12 avril 2212. C'est une date importante pour l'humanité, le 300e anniversaire du lancement du légendaire Titanic. Les meilleurs ingénieurs du monde ont collaboré pendant des années pour présenter leur chef-d'œuvre au public, le Spacetanic. Et ils l'ont fini juste à temps. Le glorieux vaisseau spatial attend dans son port sous les feux de la rampe, photographié par des milliers de personnes. Le voyage a été prévu pour le 12 avril, tout comme il y a 300 ans. Enfin, le grand jour est arrivé. Les passagers vont monter à bord du plus magnifique vaisseau spatial de l'époque. Ils le qualifient d'impénétrable. Il compte 12 ponts, en partant de la 3e classe la plus proche du fond à la 1re classe la plus luxueuse en haut, avec vue panoramique sur l'espace. Le navire se prépare au lancement, les moteurs démarrent, le compte à rebours a commencé. Et le Spacetanic décolle vers le ciel. Il devient rapidement une simple tache dans le grand ciel et disparaît ensuite. Le premier jour de vol se passe parfaitement. Le vaisseau quitte l'atmosphère terrestre en moins d'1 heure et les passagers profitent de la vue magnifique de l'extérieur. Cette belle planète bleue et verte sur le fond vide et noir de l'espace. Le vaisseau ralentit un peu lorsqu'il arrive dans l'orbite. Il y a trop de satellites et de débris spatiaux qui tournent autour de la Terre. Le Spacetanic doit faire attention à manœuvrer autour des morceaux de métal qui flottent à 0 G. L'un d'eux se dirige droit vers le vaisseau. Mais il vire sur les brûleurs latéraux et s'écarte juste à temps. Le morceau de ferraille passe sans encombre. Enfin, le navire sort de la zone de danger et se retrouve dans le grand noir. Il allume les rétropropulseurs pour accélérer et se dirige vers le côté lumineux de la Lune. Ce sera la première destination de l'excursion. La planète devient progressivement plus petite et peu à peu, à mi-chemin du satellite naturel, les gens à bord peuvent s'émerveiller de la vue imprenable sur le Soleil. L'énorme boule de plasma en combustion est plus grande et plus brillante que jamais dans cette obscurité cosmique. Soudain, le capitaine du navire fait une annonce. Tous les passagers sont invités à se rendre sur les ponts de promenade pour assister au déploiement des panneaux solaires. Les gens sortent pour se délecter de la vue. Les panneaux argentés et noirs sortent lentement de leur fente de confinement et le Spacetanic
prend enfin sa véritable forme. Alors que l'énergie du Soleil commence à affluer dans le vaisseau, les propulseurs tournent au minimum. Le vaisseau spatial est maintenant en mode collecte d'énergie. Pour que le voyage vers Mars ne dure que quelques jours, il doit effectuer une sorte de saut vers sa destination. 5 heures après, une deuxième annonce retentit à bord. Le navire s'approche de la Lune et les passagers sont invités à observer le satellite de près. Le Space Titanic passe à plusieurs milliers de kilomètres et la Lune semble énorme. Tous les cratères du satellite, même les plus petits, sont visibles à l'œil nu. La vue est exceptionnelle. La Lune reste derrière et les lumières du vaisseau s'éteignent. Il n'y a pas de changement naturel du jour et de la nuit dans l'espace, donc l'équipage surveille l'heure et imite ce changement. Le jour suivant ne promet rien de vraiment intéressant, car il y aura une longue route entre la Lune et Mars. Les passagers se rendent à leur cabine pour dormir. Les 2 jours suivants se déroulent sans incident. Sur les ponts, de nombreux divertissements sont disponibles pour les clients, des salles de sport et des piscines, aux salles de jeux et de danse. Les voyageurs se promènent sur les ponts pour profiter de la vue sereine sur l'espace. Tout se passe normalement. Le 4e jour, le capitaine annonce enfin que le Space Titanic se prépare pour le grand saut vers leur destination dans 30 minutes. Le moment venu, les passagers ne ressentent qu'une légère traction alors que l'énorme vaisseau fait un saut dans l'espace-temps et arrive dans les alentours de Mars. De nombreux passagers sortent pour regarder la planète rouge qui est déjà visible dans les sombres abysses. La visite entre dans sa phase finale, mais l'atterrissage n'est prévu que tard dans la nuit. À 23 heures, alors que la plupart des passagers sont déjà dans leur lit, le Space Titanic entame les dernières manœuvres. Il doit faire un petit tour autour de Mars, car le port est de l'autre côté de la planète. Certains des invités ne peuvent pas dormir et se tiennent sur le pont pour regarder le sol rouge passer lentement à plusieurs milliers de kilomètres au-dessous d'eux. Le vol touche à sa fin. Il ne reste que quelques heures avant l'atterrissage. Le vaisseau est en orbite de l'autre côté de Mars. Tout est calme, trop calme. Tout d'un coup, un énorme boom secoue tout le Space Titanic et propulse les gens endormis hors de leur lit. Les lumières d'urgence qui clignotent s'allument, tout le monde est inquiet, mais aucune annonce ne vient du capitaine. Et seuls ceux qui étaient sur le pont à tribord remarquent l'horrible détail. L'aile avant droite a été arrachée et passe devant eux en volant vers la poupe. En pressant leur visage contre la vitre et en faisant des efforts pour voir la coque, ils découvrent une énorme entaille près du nez du navire. Le Space Titanic se secoue à nouveau et des morceaux de métal s'échappent du trou béant. Le vaisseau perd rapidement sa pressurisation. Pendant ce temps, l'aile brisée a frappé la poupe et a laissé une autre entaille. Les mécanismes dans le compartiment du moteur commencent à s'effondrer et sont entraînés dans l'espace. Le vaisseau gémit et s'arrête, suspendu à des milliers de kilomètres au-dessus de Mars. Enfin, le capitaine annonce par l'interphone que le Space Titanic est entré en collision avec un astéroïde qui errait dans l'espace. Tous les passagers sont priés de se rendre à leurs ponts respectifs pour être évacués. En moins d'1 heure, toutes les capsules de sauvetage sont occupées et prêtes à être déployées. Mais environ un tiers des passagers sont encore à bord du vaisseau. Il s'avère que beaucoup de capsules ont explosé lors de la collision. L'histoire semble se répéter. Le capitaine donne quand même l'ordre de déployer les capsules et celles-ci sortent de leur espace de stockage, laissant des centaines de personnes derrière elles. Certaines personnes sont parties sans des membres de leur famille, ne sachant pas quel sort les attend. Les capsules flottent dans l'espace pendant quelques secondes, puis allument leurs propulseurs pour se diriger vers la surface de Mars. Mais voici un autre ordre du capitaine. Tout le monde doit descendre dans sa cabine et mettre la combinaison pressurisée qui se trouve sous le lit. Alors que les passagers s'empressent d'obtempérer, le Space Titanic envoie des signaux de détresse à Mars et à tous ceux qui se trouvent à proximité. À 160 000 km de là, un grand navire de commerce, le Leonia, capte le signal et se dépêche de lui porter secours. Le grincement et les gémissements à bord du Space Titanic deviennent de plus en plus frénétiques. Les gens sont assis en silence dans leur cabine. Le silence règne à bord, à l'exception des bruits du vaisseau qui se désintègre lentement. Et puis, soudain, un craquement très fort résonne dans tout le Space Titanic et le vaisseau se brise en deux. Une gigantesque fracture se fait du haut jusqu'en bas et coupe presque complètement la moitié du pont. Le verre pressurisé qui recouvre les ponts se brise en millions de morceaux qui s'envolent lentement du vaisseau. Une fois les ponts dépressurisés, les gens et les objets sont emportés dans l'espace.
Heureusement, tous les passagers et l'équipage portent leur combinaison comme prévu. Mais ils n'ont qu'1 heure environ avant de manquer d'oxygène. Les gens s'aident les uns les autres en flottant ensemble et en ramenant dans leur groupe les personnes isolées. Ils peuvent à peine contrôler la manière dont ils flottent, mais ils parviennent quand même à mettre un peu d'ordre dans tout ce chaos. Rassemblés dans l'espace sombre, au-dessus de la sinistre planète rouge, ils regardent le puissant Space Titanic se transformer en un amoncellement de débris spatiaux. 45 minutes se sont écoulées, l'oxygène se fait rare et les gens essaient de respirer aussi lentement et prudemment que possible. Il n'y a toujours pas d'aide en vue et ils se préparent au pire. Mais alors, l'un d'eux commence à faire des signes et à pointer quelque chose. C'est un point lumineux. Il se différencie à peine des étoiles de l'espace lointain, mais il se rapproche à chaque seconde. Et au bout de 5 minutes, les gens soulagés voient un vaisseau spatial se diriger vers eux. Le Léonia est arrivé juste à temps pour sauver la situation. Rapidement, mais sans se presser, l'équipage du Léonia rassemble tous ceux qui flottent dans l'espace autour des restes du Space Titanic et les embarque à bord de leur vaisseau. Le dernier des survivants n'avait plus que 3 minutes d'oxygène de réserve. Quelques heures après, le Léonia se pose en toute sécurité sur le port spatial principal de Mars. Ce jour-là, les journaux ont parlé de l'accident comme du jour où le Titanic a de nouveau coulé. De nombreux aéroports sont construits près de l'eau et il y a tout un tas de raisons à cela. Tout d'abord, la plupart des aéroports sont situés près des grandes villes et les grandes villes sont généralement construites près d'une étendue ou d'un cours d'eau. À l'époque, avant que les routes bitumées et les camions n'existent, les marchandises étaient transportées par bateau. Avoir un fleuve ou une mer à proximité était vital pour livrer les fournitures essentielles aux villes comme la nourriture et les matériaux de construction. Cela permettait aussi de faire du commerce afin de stimuler l'économie locale. Comme la plupart des gens se rendent dans les grandes villes pour les affaires et les vacances, plutôt que dans les zones rurales, il était logique de construire les aéroports dans ces endroits. La forte demande de voyage rendait les aéroports à la fois nécessaires et rentables. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle ils sont construits près de l'eau. Les grandes villes sont généralement très peuplées et les aéroports ont besoin d'immenses surfaces. Essaie de trouver un terrain suffisamment grand au milieu de la ville de New York pour y placer un aéroport. Ce serait pratiquement impossible. Les zones situées près de l'eau sont généralement un peu plus rurales. Il y a donc plus d'espace que dans les grandes villes remplies d'immeubles. Certains pays ont même poussé ce principe un peu plus loin. Les terres sont vraiment rares au Japon, alors pour construire l'aéroport international du Kansai, les architectes d'Osaka se sont dirigés à 5 km au large dans la baie d'Osaka pour créer une île artificielle. Mesurant 4 km de long sur 2,5 km de large, elle est tellement vaste qu'on peut même la voir depuis l'espace. Il a fallu 38 mois pour achever la construction. Les voyageurs peuvent se rendre sur l'île principale de Honshu en voiture, en train ou en ferry à grande vitesse. L'aéroport international du Kansai a ouvert en 1994 et est devenu le premier aéroport au monde à être construit sur la mer. Malgré son emplacement, il possède le plus long terminal de la planète, avec une longueur d'un peu moins d'1,5 km. Les avions ne doivent pas non plus avoir d'obstacles autour d'eux lorsqu'ils atterrissent. Il serait vraiment difficile d'essayer de faire atterrir un avion avec des obstacles. Cela inclut les arbres, les montagnes, les bâtiments et les lignes électriques. Sur l'eau, rien n'empêchera les avions de décoller ou d'atterrir, ce qui rend les choses beaucoup plus sûres. Sur les îles montagneuses, les pistes sont souvent parallèles à l'océan, car les montagnes se trouvent à l'intérieur des terres, comme par exemple à l'aéroport de Gran Canaria, situé sur l'une des îles Canaries. Cela s'explique aussi par des raisons de sécurité. Si un avion doit annuler son atterrissage sur la piste et refaire un tour, il doit y avoir suffisamment de place pour qu'il puisse le faire en toute sécurité sans rien heurter. Il doit aussi être capable de remonter dans les airs à un angle sûr pour éviter de causer des problèmes aux passagers. Atteindre cette altitude de sécurité est beaucoup plus facile, rapide et sûr au bord de la mer par rapport aux grandes villes ou aux zones montagneuses. En parlant d'atterrissage raté, les pilotes sont formés pour faire face à une panne de moteur au décollage. Si un avion atteint la bonne vitesse pour décoller, il doit quitter la piste même si un moteur tombe en panne. Mais pas d'inquiétude, les avions peuvent toujours voler avec qu'un seul moteur. Cela demande juste un peu plus de concentration. En raison de la capacité réduite, il faut plus de temps pour atteindre la bonne altitude et il faut plus d'espace pour décoller. En décollant en direction de l'océan, il est plus facile de monter à une altitude sûre sans se soucier d'entrer en collision avec un quelconque obstacle.
Une autre raison pour laquelle les aéroports sont construits au niveau de l'eau est que plus on monte en altitude, plus l'air se raréfie. Cela fait diminuer la poussée des moteurs ainsi que la portance générée par les ailes. Dans les régions plus élevées, il est plus difficile pour les avions de décoller. En termes financiers, cela signifie qu'il faudrait construire des pistes plus longues, ce qui coûterait plus cher, et personne ne souhaite cela. Au niveau de la mer, les avions ont besoin de moins de carburant car ils ne brûlent pas autant d'énergie au décollage. Et ils font aussi moins de bruit parce qu'ils ne poussent pas les moteurs à fond. Mais même si cela rend les avions moins bruyants, les aéroports ont tout de même des niveaux de bruit assez élevés. Imagine que tu entends des avions survoler ta maison pendant que tu essaies de t'endormir la nuit. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les aéroports sont généralement construits sur la côte, loin de toute zone résidentielle. Car les poissons ne sont généralement pas connus pour déposer de plaintes relatives au bruit. Dans certains pays, les aéroports doivent même fournir des améliorations pour les maisons du voisinage qui seront affectées par le bruit. L'Allemagne est l'un de ces pays et ils font tout, de l'amélioration des toits à l'ajout d'une isolation murale pour réduire les nuisances sonores. Construire près de la côte signifie qu'ils n'auront pas à payer pour toutes ces améliorations coûteuses, ce qui fait économiser beaucoup d'argent à l'aéroport. Les zones côtières présentent aussi des avantages météorologiques pour les vols. Les brises de mer sont des vents réguliers qui soufflent de l'eau vers la terre. Les avions atterrissent et décollent généralement face au vent, ce qui en fait l'endroit idéal pour construire un aéroport, car il n'y aura pas de retard causé par des vents forts inattendus. Mais si les brises de mer qui viennent au printemps et en été sont formidables, les zones proches de l'eau peuvent être sujettes au brouillard en automne et en hiver, donc cela présente à la fois des avantages et des inconvénients. Toutefois, tous les aéroports ne se trouvent pas sur la côte, car elles posent aussi un certain nombre de problèmes. L'un des plus importants est celui des oiseaux. Nos amis à plumes adorent la côte, à cause de tous ces délicieux poissons qui y nagent. Mais ils peuvent causer de gros problèmes aux pilotes. Mais les aéroports parviennent à contourner ce problème en utilisant des tactiques d'intimidation. Les oiseaux n'aiment pas vraiment le bruit, et les avions ne sont pas les objets les plus silencieux du ciel. Les aéroports produisent aussi des bruits forts et entraînent même des faucons pour abattre les oiseaux qui se trouvent sur leur chemin. Le risque le plus évident à construire près de la mer, cependant, est l'inondation. Les aéroports coûtent des sommes folles à construire et les avions ne sont pas bon marché non plus. En 2018, l'aéroport du Kansai a été inondé par le typhon Jebi. Ils ont dû annuler toutes les opérations pendant 2 jours et l'eau était si haute qu'elle a endommagé les moteurs des avions. Bien que les aéroports côtiers mettent en place des mesures pour se protéger des inondations, il est assez difficile de tout sauver d'un typhon. Avec la hausse du niveau des mers et l'augmentation des conditions météorologiques extrêmes, ces inondations semblent d'ailleurs de plus en plus probables. Un quart des 100 aéroports les plus fréquentés du monde se trouvent à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer, et 12 d'entre eux, dont ceux de New York, San Francisco et Shanghai, sont à moins de 5 mètres. Oups! Toute cette eau pose un autre problème. Si les avions dépassent la piste, ils n'ont nulle part où aller. Le dépassement de piste se produit principalement lorsque le pilote sous-estime la longueur de la piste et n'atteint pas la vitesse de décollage à temps. Il y a généralement des plaques supplémentaires de béton ou d'herbe sur lesquelles l'avion peut encore rouler lorsque les aéroports sont sur la terre ferme. L'avion serait un peu endommagé dans ce cas, mais rien de grave. Mais avec les aéroports côtiers, l'avion peut se retrouver directement dans l'eau. Heureusement, il existe une nouvelle technologie qui vise à empêcher que cela ne se produise. Ces nouveaux systèmes permettent aux pilotes de renseigner tous les paramètres de vol, y compris les conditions météorologiques qui pourraient affecter le décollage. Le système calcule ensuite la longueur de piste dont l'avion aura besoin pour s'arrêter. De nombreux aéroports ont également ajouté du béton mou à l'extrémité des pistes pour éviter une catastrophe aquatique. Lorsque l'avion glisse sur ce béton mou, il se retrouve bloqué et cela l'empêche de rouler trop loin. La construction d'aéroports à côté de l'eau pose aussi des problèmes financiers. La location de terrain près de la côte ou des lacs est généralement plus coûteuse que sur le continent en raison de la demande. Par exemple, 40% de la population américaine vit sur la côte, bien que les zones côtières ne représentent qu'environ 10% de la masse terrestre totale des États-Unis. Les aéroports ont besoin d'un terrain plat pour être construits, mais ce n'est pas toujours facile à trouver, et les terres côtières peuvent poser des problèmes particuliers en raison du sable et des marécages. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas possible. L'un des aéroports les plus célèbres du monde, l'aéroport JFK de New York, a été construit sur des marécages. Le terrain était beaucoup moins cher que d'habitude, et les marais ne peuvent pas vraiment être utilisés pour grand-chose. Bien sûr, cela a coûté beaucoup d'argent de rendre le sol apte à transporter de lourdes charges, mais tout cela a été réglé.
Trouver une zone aussi grande près de l'une des plus grandes villes du monde a été une chance, même s'il s'agissait de marais. Certaines scènes du film Gravity sont déjà terrifiantes en elles-mêmes, sans même envisager la réalité de se retrouver perdu dans le froid et l'immensité de l'espace, incertain de pouvoir jamais revenir. Mais imaginons que vous soyez réellement là-haut. Vous débordez d'enthousiasme à l'idée de votre première sortie. Cela peut sembler risqué, mais c'est une tâche courante pour les astronautes de l'ISS. Il est facile de comprendre en quoi les accidents de travail sont beaucoup plus effrayants en orbite que dans un emploi traditionnel sur Terre. C'est pour cette raison que les astronautes reçoivent une formation intensive et sont bardés d'équipements censés assurer leur sécurité. Tout d'abord, les astronautes sont toujours attachés au vaisseau par des harnais, afin d'éviter de dériver comme des ballons de baudruche. On pourrait penser qu'une sortie extravéhiculaire serait une opération si critique que la station devrait arrêter toutes ses activités pendant que les astronautes travaillent à l'extérieur. Mais ce n'est pas le cas. Si jamais l'ISS devait s'arrêter, elle tomberait directement vers la Terre. Ainsi, une fois qu'un astronaute est en orbite stable, il y reste à moins qu'une nouvelle force n'intervienne. La première sortie dans l'espace n'était pas aussi relaxe que celles effectuées par la suite. Elle a eu lieu en 1965 et n'a duré que 12 minutes. 2 cosmonautes ont été envoyés en mission, dont l'un devait flotter dans l'espace pour prendre des photos. Mais les choses ont mal tourné. Sa combinaison a gonflé, rendant ses mouvements difficiles. Il a commencé à avoir très chaud, ce qui l'a obligé à libérer un peu d'oxygène de son scaphandre, une opération très risquée. Il aurait pu manquer d'air ou souffrir des mêmes symptômes qu'un plongeur en haute mer. Réintégrer le vaisseau spatial s'est également avéré difficile, mais il y est parvenu. Après quoi, d'autres problèmes sont apparus. Le vaisseau spatial a commencé à tourner, les niveaux d'oxygène ont dangereusement augmenté, et il y avait un risque d'explosion. Après de nombreux efforts, ils ont réussi à retourner sur Terre, mais ont atterri dans une forêt isolée, entourée de loups et d'ours en plein blizzard. Il aura fallu une équipe de secours pour les retrouver. Ce n'est pas une histoire très rassurante à entendre avant de sortir dans l'espace. Mais reprenez-vous. Les choses se sont grandement améliorées depuis. Des centaines d'astronautes ont effectué des sorties extravéhiculaires sans aucun problème sérieux. Vous voilà maintenant filant à toute allure avec l'immense ISS. Votre première sortie dans l'espace se déroule presque sans encombre, vous permettant de profiter un moment de la vue. Il est difficile de contrôler vos mouvements, mais les harnais font leur travail et vous permettent de vous concentrer sur votre tâche, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'ils ont lâché. Comment cela a-t-il pu arriver? Vous vous apercevez que vous flottez de manière incontrôlable, sans rien à quoi vous raccrocher. Votre corps est en apesanteur et commence à tourner. Il est extrêmement frustrant de ne pas pouvoir contrôler ses mouvements. Un astronaute du nom de Scott Kelly a décrit ce sentiment désagréable dans son livre Endurance. Il se trouvait la tête en bas, puis en haut, dans le noir total, sans rien apercevoir d'autre que ce qui était juste sous son nez. Il était comme un plongeur flottant en eau trouble, totalement désorienté et sans aucun moyen de se repérer. Dans l'espace, vous ne pouvez pas donner de coups de pied ou vous débattre pour changer de trajectoire. Flotter à l'intérieur d'un vaisseau spatial en apesanteur, jouer et faire des farces aux collègues peut sembler amusant. Mais lorsque vous vous trouvez face à ce vide infini parsemé d'étoiles et réalisez ce qui vous attend, cela devient terrifiant. Et maintenant, vous vous rapprochez de l'atmosphère terrestre. Cela peut sembler l'option la plus sûre car ça vous donne l'impression de rentrer chez vous, mais en réalité, il vaudrait mieux espérer pouvoir changer de direction. En fonction de votre angle et de votre vélocité, vous risquez de pénétrer de nouveau dans l'atmosphère de la planète et de vous consumer. Ce n'est pas une perspective vraiment réjouissante. La NASA forme les astronautes à de telles situations. Vous savez donc quelle est la prochaine étape. Activez votre jetpack d'urgence appelé Safer. Cet outil est conçu pour vous aider à vous stabiliser et à vous déplacer dans l'espace. Vous n'avez même pas besoin de sangle. Vous pouvez contrôler les mouvements de votre jetpack avec un petit joystick. Finalement, toutes ces heures passées à jouer à des jeux vidéo vont enfin porter leurs fruits. Ces propulseurs sont devenus une composante indispensable de l'équipement de sortie spatiale il y a près de 30 ans, en 1994. Et jusqu'à présent, aucun astronaute n'a eu besoin de s'en servir lors d'une sortie dans l'espace. Ouf, vous êtes de nouveau sur la bonne trajectoire et vous vous éloignez de l'atmosphère terrestre. Vous vous rapprochez de la Station spatiale internationale, en pilotant manuellement. Oups, ces propulseurs ont un inconvénient majeur. Leur carburant est très limité.
et votre Safer vient juste de tomber en rade. D'accord, prenez une grande inspiration. L'une des compétences les plus importantes que chaque astronaute doit acquérir est la préparation à toute éventualité. C'est pourquoi ils suivent des sessions d'entraînement extrêmement rigoureuses, afin de pouvoir rester calme, même dans les situations les plus stressantes. Autrefois, la NASA sélectionnait ses astronautes parmi des pilotes d'essai qui subissaient un entraînement rigoureux dans les jungles des Philippines, sans aucune aide extérieure, ni instruction, ni fourniture. Plus tard, un programme d'entraînement spécial a été mis en place avec des exercices en plein air dans différents environnements et même sous l'eau pour simuler les conditions spatiales. Aujourd'hui, les astronautes sont formés pour travailler en équipe, afin de rester concentrés et sereins lorsqu'ils doivent accomplir des tâches ardues. Ainsi, lors de la réparation du télescope Hubble, ils ont travaillé pendant plus de 8 heures dans des conditions spatiales difficiles pour remplacer une pièce défectueuse. Cette tâche frustrante était rendue encore plus complexe par les gants encombrants qu'ils devaient emporter, mais ils y sont parvenus. Ils s'entraînent également dans un immense bassin à Houston qui reproduit assez fidèlement la Station spatiale internationale. Là-bas, ils simulent des sorties spatiales au moyen d'exercices de réparation sous-marins où la sensation d'apesanteur est recréée, tandis que leurs combinaisons, suffisamment alourdies, reproduisent les conditions rencontrées dans l'espace. Les astronautes bénéficient également de séances avec des psychologues spécialisés en aérospatial pour gérer le stress et préserver leur mental. Ces psychologues les évaluent avant, pendant et après les missions, aidant ainsi à sélectionner les meilleurs candidats pour les sorties spatiales. Tout le monde ne peut pas supporter ces conditions extrêmes. Sur 16 candidats, seuls 10 sont retenus. Même si de nombreuses mesures de sécurité sont prises, l'espace demeure un lieu imprévisible où nous n'avons pas autant de pouvoir que nous le souhaiterions. En 1973, lors d'une sortie dans l'espace depuis la station spatiale Skylab, 2 astronautes se sont retrouvés dans une situation très risquée. Ils se trouvaient alors dans l'espace à effectuer des réparations. Mais sans jetpack moderne, ils ne pouvaient compter que sur leurs attaches de sécurité. Soudain, les panneaux solaires sur lesquels ils travaillaient se sont déplacés contre toute attente et les ont éjectés de leur position, les envoyant presque dériver dans l'espace. Heureusement, les sangles de sécurité ont fait leur travail. Solides, résistantes à la chaleur et attachées à la taille des astronautes, celles-ci peuvent supporter un poids d'environ 400 kg. Rappelons que cet accident s'est produit avant que le Safer ne soit mis en circulation. Lorsqu'on est dans l'espace, de nombreux problèmes peuvent survenir, et parfois, même la formation et l'équipement des astronautes ne suffisent pas à résoudre le problème. C'est là que le Centre de contrôle de mission sur Terre intervient. Des milliers de personnes travaillent sur Terre pour épauler les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Mais si le système de communication ne fonctionne pas, ou si personne n'est assez proche pour intervenir, c'est là que l'opération de sauvetage prend fin. Vous continueriez simplement à flotter vers l'inconnu, en attendant que les 7 heures et demie d'air dont vous disposez s'épuisent. Vous avez faim? Dommage, car vous devrez vous contenter de l'eau que vous avez dans votre casque. Peut-être cesseriez-vous de tourner à un moment donné. La vue serait fascinante. Vous observeriez le lever et le coucher du soleil environ 5 fois, selon votre position. Et tandis que vous vous éloigneriez et que la Terre se transformerait en un petit point perdu parmi les astéroïdes, les étoiles et les débris spatiaux, une image insolite vous viendrait à l'esprit. Un magnifique coucher de soleil sur la plage, le bruit des vagues et votre pizza préférée. À présent, elle paraît tellement loin qu'elle semble presque appartenir à une autre dimension. Mesdames et messieurs, c'est votre capitaine qui vous parle. Nous serons prêts à décoller dans 3, 2, 1. Vivre dans un vaisseau spatial ressemble au sujet rêvé d'un film de science-fiction, mais se précise peu à peu comme le plan envisagé pour un futur lointain. Imaginons ce qu'il en serait. Sans plus attendre, nous commencerons par la lumière. Sur Terre, grâce à l'atmosphère, le ciel disperse la lumière du soleil. Nous recevons donc de la lumière de différentes directions. Il y a ensuite les ombres, le contraste et la lumière ambiante. Dans un vaisseau spatial, cependant, il n'y a pas de ciel pour créer cette lumière d'ambiance. Lorsque tu te trouves dans un vaisseau spatial à l'intérieur du système solaire, un côté du vaisseau peut être éclairé par le soleil, ou une autre étoile, et un côté peut demeurer dans l'ombre. C'est ce que l'on observe dans les croissants de la Lune.
Si ton vaisseau spatial parvient à s'éloigner de tout système solaire, tu risques de devoir dire adieu à la face illuminée du vaisseau. Tu seras très loin de toute étoile, et le vaisseau volera donc dans l'obscurité la plus totale. Mais ne t'inquiète pas, nos technologies de pointe trouveront probablement un moyen d'imiter la lumière du soleil. Les concepteurs placeront peut-être des panneaux lumineux à LED semblables à des fenêtres, et les habitants du vaisseau ne verront pas trop la différence. Qu'en est-il des gens ? Une étude a révélé qu'un équipage de 160 personnes pouvait constituer une population viable pendant environ 200 ans. L'important est de sélectionner les membres de l'équipage à partir d'un large pool génétique. Aucun passager ne devrait être plus proche que des cousins au 6e ou au 7e degré. Ça, c'est une projection de notre époque. Mais qui sait, peut-être que des centaines d'années plus tard, des pays entiers vivront dans un seul et même vaisseau spatial. Ton voisin sur Terre deviendra ton voisin dans l'espace. Cela me rappelle la scène de Thor. Ragnarok, où les Asgardiens qui ont survécu à Hellas s'échappent avec le vaisseau du grand maître et se rendent sur Terre pour s'y installer. Peut-être irions-nous sur Proxima Centauri B. C'est une exoplanète, le terme employé pour définir les planètes situées au-delà de notre système solaire. Proxima B se trouve dans un autre système stellaire, et certains scientifiques pensent qu'elle a du potentiel. On pense qu'il est possible que de l'eau liquide existe à sa surface. C'est important, parce que cette planète est notre exoplanète voisine la plus proche. Oui, la plus proche. Mais elle se trouve à près de 40 000 milliards de kilomètres de nous. Pour mieux comprendre cette proximité, on va te donner une comparaison. Actuellement, l'un de nos vaisseaux spatiaux les plus rapides, à savoir New Horizons, atteint une vitesse vertigineuse de plus de 50 000 km/h. Mais même avec cette vitesse, il lui faudrait des milliers d'années pour atteindre Proxima B. Espérons que nous aurons trouvé comment déformer l'équation de l'espace-temps d'ici là. En étant réaliste, c'est la première option qui semble la plus probable. Supposons que nous fassions le voyage avec nos vaisseaux spatiaux les plus rapides. Il s'agirait encore d'un voyage de quelques centaines d'années. Cela nous amène à un autre problème mineur, la durée de vie des humains. Un même équipage ne pourra pas aller jusqu'au bout du voyage. Ici, les vaisseaux générationnels s'imposent comme une solution. Une communauté d'adultes entre dans le vaisseau, puis leurs enfants et les enfants de leurs enfants, jusqu'à ce que l'humanité atteigne enfin la nouvelle planète. Il existe deux autres solutions. Si les chercheurs parvenaient à faire vivre les gens pendant des siècles, nous n'aurions pas besoin de ces vaisseaux générationnels. De même, il pourrait exister un système permettant de congeler les gens. Il faudra 20 000 personnes pour démarrer une population saine sur une nouvelle planète. Pour l'instant, je veux m'en tenir au premier scénario. Voici comment on vivrait dans un vaisseau spatial générationnel. Les rencontres ne seraient pas aussi romantiques que sur Terre. Il y aura probablement un généticien qui régulera notre reproduction. La liberté de choix, en général, serait réduite. Les règles seront strictes. Dans chaque génération, il y aura certaines tâches à gérer. Quelqu'un devra bien être médecin et quelqu'un d'autre devra être plombier. Les nouvelles générations pourraient être soumises à des tests de planification de carrière. Chacun se verrait attribuer une profession en fonction de ses mérites, de ses aptitudes, de ses passions et des emplois disponibles. Ça me rappelle un peu Snowpiercer, mais avec un peu de chance, les choses se passeraient plus humainement dans cette version. Les gens ont tous besoin d'eau, et ils créeront des déchets. D'ici là, nous ne dépendrons peut-être plus du plastique. De plus, le recyclage se fera peut-être à un autre niveau. Pourtant, nous aurons bien besoin d'eau. Un être humain en bonne santé a besoin de près de 1200 litres d'eau par an. Ce n'est pas comme s'ils s'arrêtaient sur une planète pour remplir leurs réserves d'eau. Comment les habitants des vaisseaux spatiaux peuvent-ils résoudre un tel problème ? Eh bien, il existe déjà des systèmes permettant de recycler les déchets des astronautes en eau douce. Le prochain problème est celui de l'infirmerie. Un vaisseau spatial peut ne contenir pratiquement aucune bactérie ou microbe, mais les gens en ont besoin pour renforcer leur système immunitaire. S'ils sont trop confinés et atterrissent sur une planète étrangère, ils peuvent avoir du mal à faire face aux conditions potentielles qui y régneront. Le blindage est également important. L'espace lointain est hautement radioactif. Notre planète dispose d'un champ magnétique qui nous protège de ces ondes qui grillent l'ADN. À l'extérieur, le vaisseau spatial aura besoin d'un solide bouclier. Peut-être pourrons-nous créer une sorte de champ de force ? La NASA travaille sur des systèmes permettant de faire pousser des plantes dans l'espace. Nous verrons probablement des sections spéciales dédiées à l'agriculture et à l'élevage. J'ai l'impression que ce type de vaisseau transporterait aussi des échantillons de flore et de faune. Qui sait ?
Il y aura peut-être des parcs spécifiques et différents mini-écosystèmes. Ce serait excellent pour la santé mentale des personnes à bord du vaisseau. C'est bien de préserver l'existence de la race humaine, mais les crises existentielles peuvent perturber les passagers. Ils pourraient ainsi manger leur sandwich de l'espace dans le parc et se détendre un peu au son du gazouillis des oiseaux. Pas seulement un jardin, mais les plus jeunes passagers pourraient avoir besoin d'une aire de jeu et d'une école, enfin, dans ce cas précis, de cabines afin de s'instruire. Ils auront probablement un tout nouveau programme scolaire. Comment rester en vie sur une planète étrangère, niveau CE1. D'ici à ce que nous ayons un tel vaisseau, l'IA et les robots de haute technologie seront probablement plus en vogue que jamais. Il pourrait y avoir des robots qui se répliquent d'eux-mêmes. Nous pouvons envoyer ces robots sur notre nouvelle planète potentielle à l'avance, puis voir ce qu'il advient. Nous pouvons même envoyer des équipes de robots sur plusieurs planètes et voir laquelle présente le meilleur habitat. Je l'admets. Les vaisseaux générationnels ressemblent à une idée tirée des superproductions hollywoodiennes, mais il existe une initiative baptisée le 100 Year Starship Project. Mark Millis, fondateur de la TOE Foundation, est l'un des participants de ce projet. Ils ont conçu une sonde baptisée Icarus. Elle a la capacité théorique d'accélérer jusqu'à un 10e ou un 5e de la vitesse de la lumière. Bien que le design actuel d'Icarus ne soit pas particulièrement élégant, vu qu'il ressemble à un mastodonte de la taille d'un gratte-ciel composé principalement de rangées et de grappes de réservoirs de carburant sphériques, Millis explique qu'il ne s'agit pas d'une représentation définitive de ce à quoi un vaisseau interstellaire pourrait ressembler, mais plutôt du design le plus logique dans un premier temps. Lorsqu'il s'agit de concevoir des vaisseaux spatiaux pour les humains, la gravité est un élément clé à prendre en compte pour prévenir l'érosion de la densité osseuse et musculaire. La solution consiste à générer la gravité avec une cabine rotative ou une centrifugeuse. Mais celle-ci doit être suffisamment grande pour simuler en permanence la gravité terrestre afin d'éviter la désorientation et d'autres problèmes de santé. Existe-t-il un plan d'arrivée, en supposant que nous nous rendions sur Europe ou Proxima B? L'équipage et les passagers doivent être préparés à différents scénarios. Ils doivent disposer d'équipements pour scanner le territoire, voire d'armes d'autodéfense pour se protéger de formes de vie potentiellement hostiles. Une fois qu'ils seront arrivés à bon port, ils auront également besoin d'outils pour construire leur nouvelle maison. Lorsqu'ils arriveront enfin sur leur nouvelle planète, ils pourraient mettre en place une technologie avancée, permettant de se rendre sur les planètes alentours. Salut maman, je t'ai rapporté un caillou en souvenir de la surface de Mars. De nouvelles professions pourraient apparaître, comme guide de voyage spatial en direct, et nous pourrions avoir besoin d'un type de document, comme un visa, pour visiter d'autres planètes habitables. Une pluie de météorites est attendue, alors restez dans votre base pendant les 2 prochaines années, dit le présentateur du journal télévisé. D'accord, je vais me calmer. Alors, comment imaginerais-tu un vaisseau capable de transporter les humains d'un système solaire à l'autre? Aurait-il des ailes ou ressemblerait-il à une fusée? Dis-nous en plus sur le look qui te vient à l'esprit. L'humanité fait face au plus grand danger de son histoire. Notre Soleil s'éteint. Dans 500 ans, le système solaire tout entier sera plongé dans l'obscurité et le froid éternel. Pour sauver notre civilisation, les gens commencent à construire un énorme vaisseau spatial qui pourra accueillir tous les habitants de la Terre et voyager très loin dans l'espace. 400 ans plus tard, la construction du vaisseau est enfin terminée. Le Soleil approche de sa fin. Il est beaucoup plus petit et plus froid, et les conditions de vie sur Terre sont devenues très difficiles. Avec le reste de l'humanité, tu embarques à bord du plus grand vaisseau jamais construit. L'embarquement lui-même a commencé il y a plusieurs années, avant même que la construction du vaisseau ne soit achevée. Pour éviter que des milliards de personnes ne se pressent à ses portes en même temps, un programme a été conçu et les gens reçoivent des invitations électroniques quand vient leur tour de s'installer à bord. Plusieurs millions de personnes ont pu embarquer en un mois. Il est essentiel de voyager léger. Tu apportes 2 tenues complètes, des articles de toilette, un téléphone, des écouteurs et ton livre préféré. Tu arrives sur le lieu d'embarquement et tu vois une arche gigantesque de la taille d'une grande île 2 fois plus haute que l'Empire State Building. Autour du vaisseau, il y a une immense ville suspendue à ses murs. Des ouvriers du bâtiment et des ingénieurs vivent ici depuis des décennies. Tu attends dans une longue file avec des centaines d'autres personnes. L'accès au vaisseau est ouvert à ceux qui ont une carte d'identité valide.
Et cette carte te permet ensuite de rejoindre ta zone de repos personnel. Chaque personne a droit à un espace d'environ 2 mètres carrés. Il y a un lit et une table de chevet à l'intérieur. Bien sûr, beaucoup moins d'espace serait nécessaire si les gens prenaient place dans des capsules de sommeil pour voyager vers leur nouvelle demeure. Mais on n'a pas encore trouvé de nouvelle planète habitable. C'est donc sur le vaisseau que doit s'organiser la vie. Une grande partie du vaisseau est occupée par la salle des machines. D'énormes générateurs d'énergie et des moteurs puissants propulseront cet arche dans l'espace. Enfin, l'embarquement est terminé et tout le monde est installé. Les moteurs démarrent. Une voix se fait entendre dans les haut-parleurs partout dans le vaisseau, lançant le compte à rebours de départ. Ce sont tes dernières secondes sur Terre. L'arche décolle, enflammant toute la zone sur laquelle elle se trouvait. Les gens regardent leur planète s'éloigner avec tristesse, puis détournent leur regard vers le ciel et un nouvel espoir. Le vaisseau est divisé en 200 grandes sections, de taille variable. Chaque section est un pays. Malgré cette division, les règles sur le vaisseau sont les mêmes pour tous. Produire de l'énergie, maintenir la paix et s'entraider. L'énergie est produite par des vélos d'exercice. En pédalant, une personne produit l'énergie cinétique qui alimente les moteurs. C'est le devoir quotidien de chacun. Pendant au moins 1 heure chaque matin, tu montes sur un vélo d'appartement et tu pédales, assurant ainsi le bon fonctionnement du vaisseau, entretenant ta forme physique et luttant contre le stress. Ensuite, tu manges et tu vas au travail. Ici, comme sur Terre, tu passes devant des magasins, des bibliothèques et des cinémas. Il y a une seule monnaie pour tous à bord. Avec l'argent que tu gagnes, tu peux passer de ta petite cabine à une plus grande. Et bien sûr, comme sur Terre, certaines personnes gagnent facilement beaucoup d'argent, alors que d'autres travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour quelques centimes. Mais cette inégalité ne te dérange pas autant que par le passé. Les humains du futur ont appris à apprécier la paix et la tranquillité, et personne ne risque de se battre dans cet espace de vie limité au milieu du vide. Partout dans le vaisseau, on trouve des zones de nature. Ce sont de petits jardins botaniques cultivés à l'aide de la lumière artificielle. Les plantes fournissent de l'oxygène au vaisseau et contribuent au bien-être des gens. Les réserves d'eau sont importantes, mais néanmoins limitées. Pour l'économiser, les fluides corporels sont traités. On les recueille dans des réservoirs spéciaux, on les filtre, on les purifie avec soin, puis on les envoie dans les réservoirs d'eau potable et industriels. Chaque personne transforme plus de 50% de ses déchets en eau. On renouvelle également les stocks d'eau douce selon les ressources disponibles au cours du voyage. Une fois tous les 2 ans, le vaisseau s'approche d'une planète. À l'aide de scanners et de rayons X, les géologues trouvent des rivières ou des lacs souterrains. Puis, ils y envoient une plateforme de forage, pompent la quantité d'eau nécessaire et la ramènent au vaisseau. Malheureusement, à part l'eau, on ne trouve rien d'utile sur ces planètes. La plupart n'ont pas d'atmosphère et sont inadaptées à la vie humaine. Ce qu'on cherche, ce sont des conditions idéales. En somme, le double de la Terre. Avec l'aide des technologies alimentaires modernes, les scientifiques ont réussi à remplacer les légumes, les fruits et la viande par des aliments artificiels. On trouve bien des pommes et des pommes de terre, mais elles sont rares et extrêmement chères. Cela fait maintenant plusieurs décennies que le vaisseau sillonne les étendues intersidérales. Les gens sont habitués à leur nouveau mode de vie. Des enfants naissent, les générations se succèdent, les enfants nés et élevés sur l'arche spatiale écoutent, les yeux écarquillés, les récits des anciens qui parlent des beautés de la vie sur Terre. Mais chaque année, il y a de moins en moins de gens pour se souvenir de la planète que tu as quittée. Les enfants de l'arche en viennent lentement à accepter que le vaisseau puisse rester leur demeure pour toujours, mais on continue quand même à chercher. Les scientifiques utilisent des télescopes et un équipement puissant pour explorer l'espace et étudient chaque jour les planètes potentiellement habitables. Mais il n'y a encore rien à proximité. Les mondes les plus prometteurs se trouvent à des milliers d'années-lumière du vaisseau. Pendant ce temps, l'esprit pacifique de la première génération d'habitants de l'Arche s'est étiolé. Les gens commencent à enfreindre les règles et le mécontentement grandit. Tout le monde ne pédale plus et les pannes de courant sont de plus en plus fréquentes. L'inégalité sociale est un sujet brûlant. Certaines parties du vaisseau se sont transformées en bidonvilles, tandis que dans d'autres, le luxe ne cesse de croître. Les équipements s'usent progressivement, rendant difficile la collecte de l'eau, et la plupart des plantes des zones naturelles dépérissent à cause de l'obstruction des systèmes de ventilation. Pour économiser de l'énergie, on coupe l'alimentation en air et en électricité dans certaines régions du bâtiment. Les habitants de ces zones doivent déménager dans la partie centrale du vaisseau. L'espace déjà exigu devient encore plus étouffant.
et avec le manque de place, naît un sentiment d'irritation croissant. Bientôt, il devient évident que la seule solution est de créer un moteur plus rapide que la lumière, ou PRL. Cela nécessite de grands travaux de rénovation et des changements dans la structure du vaisseau. La question est soumise au vote et étonnamment, tout le monde n'est pas d'accord. Certains ne veulent pas prendre de risques et se sont fait à l'idée que le vaisseau est leur unique demeure. Ils préfèrent qu'on utilise ces ressources pour des réparations globales. Les gens sont divisés, les conflits s'échauffent et l'humanité risque de disparaître complètement. Ce problème est résolu contre toute attente par un danger imminent. On découvre que le vaisseau se dirige vers une ceinture d'astéroïdes large et exceptionnellement dense. Les corps célestes y sont si concentrés qu'il est pratiquement impossible de passer outre. Une collision à la vitesse actuelle est inévitable. Le seul espoir qui reste à l'humanité est de se lancer dans la construction du moteur PRL. Le travail prendra des mois, mais les peuples sont à nouveau unis. Tout le monde travaille 24 heures sur 24 et ne dort que le temps nécessaire pour reprendre des forces. Pendant que la moitié des gens aident à construire le moteur, l'autre moitié pédale sur les vélos pour produire de l'énergie. Il y a de nouveau une lueur d'espoir qui permettrait à l'humanité de trouver enfin une nouvelle planète où il y aura assez de place pour tout le monde. Les risques sont énormes, mais on n'a pas le choix. L'énergie disponible ne suffit que pour une seule tentative de propulsion. Si celle-ci échoue, l'humanité pourrait se retrouver perdue dans l'espace sur un vaisseau spatial en panne. Avant la propulsion, on envoie dans l'espace une capsule contenant des informations sur l'humanité. On y met des vidéos, des films, de la musique et toute l'histoire des hommes sur plusieurs disques durs gigantesques. C'est la seule chance de laisser une petite trace dans l'univers si le projet de sauvetage échoue. Tout le monde est prêt. Toute la puissance est transférée au moteur. Les gens s'allongent dans de petites capsules et mettent des masques à oxygène. Ils ne souhaitent qu'une chose, se réveiller dans un nouveau monde ou dormir à jamais. Personne ne désire assister à la fin de l'humanité. Les capsules sont fermées, les gens ferment les yeux. Le moteur est mis en marche, le compte à rebours commence. 3, 2, 1, propulsion.